Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour ce colloque et également monsieur le technicien qui m'a aidé à mettre en place ce PowerPoint. Donc pour entrer un peu plus dans cette communication, j'aimerais préciser qu'il s'agit cette fois, pour moi, de mettre Foucault face à la norme de genre, et notamment de mettre sa conception de la normalité en tant que celle-ci est sexuée, ou plus précisément genrée, et de mettre de plus la norme de genre face aux normes de la pénalité et au droit de punir. Donc, dans ses écrits sur la pénalité et ses sujets, dont j'ai mis une liste ici, Foucault dépeint ce qu'il conçoit comme une transformation historique du modèle de la responsabilité pénale. À la fin du XVIIIe siècle, nous pouvons, d'après lui, commencer à observer le passage d'une pénalité axée sur les motifs sur la faute, sur les motifs du crime, à une modernité pénale qui se focalise clairement dès la moitié du XIXe siècle sur la question de la dangerosité sociale et de la dangerosité sociale du criminel. Celui-ci devient alors, en tant qu'individualité, la cible privilégiée de l'intervention judiciaire, pénale et psychiatrique. Et Foucault souligne pour preuve l'émergence de la figure paradigmatique de l'homme dangereux dans la théorie pénale et criminologique de la fin du XIXe siècle, et simultanément son pendant juridico-politique, et souligne simultanément l'émergence de la figure du monstre moral. Donc, on peut utiliser ces termes en tant que synonyme, le grand criminel, l'homme dangereux, ou plus spécifiquement ici, le monstre foucaldien. C'est d'abord, d'après Stéphane Legrand, un mixte de deux règnes, de deux espèces, de deux sexes, de deux formes, ou de la vie et de la mort. C'est une figure qui bouleverse tant les lois de la nature que les lois sociales et de la raison, et qui finit en cela par bouleverser les lois de la pénalité. Ce que nous pouvons remarquer de manière étonnante dans le corpus foucaldien, c'est que ce dernier identifie parmi ces figures de la monstruosité un grand nombre de femmes criminelles, ce qui peut sembler paradoxal au vu de la sous-représentation statistique de leur criminalité et qui laisse entrevoir le problème spécifique qu'elles pourraient représenter au regard de la responsabilité pénale. Évidemment, Foucault n'aborda jamais en tant que tel ces figures à l'aune de leur genre, mais leur centralité se doit tout de même, leur centralité dans ce corpus, en tout cas sur la normalité et sur la monstruosité, se doit d'être interrogée. Et c'est ce que je propose de faire dans cette communication, où je m'arrêterai plus précisément sur la casuistique foucaldienne de la monstruosité morale au féminin. Donc après avoir mis en lumière le trouble spécifique que ces figures féminines de la normalité instigèrent dans l'ancien régime de pénalité, de la responsabilité pénale, je compte démontrer que le passage à la modernité, à la pénalité moderne, n'annula pas réellement ce dernier. Et pour démontrer cela, je m'appuierai sur un cas contemporain, un peu à la manière de Foucault dans ses cours au Collège de France sur les anormaux, soit en retraçant les biais de subjectivation spécifiques dont cette femme criminelle et en fait Jacqueline Sauvage fit l'objet. Je reviendrai enfin sur les problèmes que posent les grilles d'intelligibilité du genre féminin au regard du régime actuel de la responsabilité. Donc, tandis qu'il fait dans Les Anormaux de Marie-Antoinette la mère de tous les monstres et qu'il trace par la même occasion le lien qu'il établit entre le petit criminel et le grand despote, Foucault replace d'autre part dans ses travaux sur les anormaux, mais également dans l'article de Déviance et Société, d'autres figures de la monstruosité qui s'apparentent plus à des petits criminels, à des petites criminelles. Nous en avons un exemple ici. Il revient en effet dans cet article sur 3 figures pénales de la monstruosité, autour desquelles le thème de l'homme dangereux, et donc plus précisément de la femme dangereuse, se serait d'après lui organisé. Donc je vais vous lire cet extrait sur lequel je vais m'appuyer ensuite pour développer ma casuistique. Affaire de Célestat. En Alsace, pendant l'hiver très rigoureux de 1817,
où la famine menace, une paysanne profite de l'absence de son mari pour travailler, pour tuer leur petite fille, lui couper la jambe et la faire cuire dans la soupe. À Paris, en 1927, une servante, Henriette Cornier, va trouver la voisine de ses patrons et lui demande avec insistance de lui confier sa fille pendant quelque temps. La voisine hésite, consent, puis, quand elle revient chercher l'enfant, Henriette Cornier vient tout juste de la tuer et de lui couper la tête qu'elle a jetée par la fenêtre. À Vienne, Catherine Ziegler tue son enfant bâtard. Au tribunal, elle explique qu'une force irrésistible l'y a poussée. Elle est acquittée pour folie. On la libère de prison, mais elle déclare qu'on ferait mieux de l'y maintenir car elle recommencera. 10 mois après, elle accouche d'un enfant qu'elle tue aussitôt, et elle déclare au procès qu'elle n'est devenue enceinte que pour tuer son enfant. Elle est condamnée à mort et exécutée. Donc, la fermière de Sélestat tue son fils et mange... oui, parce que Foucault, en fait, s'est trompé dans la retranscription de ce cas. Simplement, dans la littérature qu'il utilise, c'est un garçon qui est assassiné. Donc, la fermière de Sélestat tue son fils et mange sa cuisse durant la famine de 1817 à Sélestat. Je vous ai mis une petite image ici de ce village. La faim représente un motif tangible s'il en est d'après Foucault, qui permettrait tant d'attester du caractère raisonnable du crime que de la responsabilité pénale de la prévenue. En ce sens, cette dernière devrait à première vue pouvoir être accessible à une sanction pénale. Mais les avocats soulignent durant l'audience qu'il restait quelques provisions dans le garde-manger de la fermière. Foucault précise ce point, d'autre part, dans son cours au Collège de France qu'il consacre à ce cas. Et donc, on pourrait dire que si la faim devait motiver le crime, celle-ci aurait dû d'abord, donc la fermière aurait dû d'abord finir ses provisions avant d'être poussée à manger la cuisse de son fils pour survivre. Donc, face au manque d'intelligibilité des raisons de l'acte et aux soupçons de folie qui planent au-dessus de la prévenue, la fermière est finalement acquittée par l'effet du nouvel article 64, nouvel article pour l'époque, 64 du Code pénal, que je vous ai remis ici, puisqu'on n'est pas tous juristes, donc c'est pas mal de remettre le texte de temps à autre pour savoir de quoi on parle. Le cas ne pose donc en tant que tel que peu de problèmes au regard de l'ancien régime de pénalité, puisque si la sanction a, comme le démontre Foucault, à d'autres égards, une vocation normalisatrice, on peut se poser la question suivante: pourquoi réellement l'infliger à un individu qui est fondamentalement et définitivement anormal ? Et l'anthropophage de Sélestat semble être de ces personnes, puisqu'elle est essentiellement hors cadre, et donc à ce titre ne peut pas être confondue avec les sujets correctionnaires. Pour s'assurer que son normalité fondamentale ne mette donc pas en péril le projet disciplinaire de la pénalité, les tribunaux la renverront dans le champ de la psychiatrie. Sa folie sera signifiée indéniablement par l'usage de l'article 64 et deviendra alors le principe de rationalité de ce crime qui semble ne pas avoir réellement de raison. J'en arrive au cas d'Henriette Cornier. Donc celui-ci provoquera au contraire le bouleversement des anciennes logiques de la pénalité, puisque après avoir jeté la tête de l'enfant par la fenêtre, Henriette Cornier s'assoit sur une chaise et attend la police. Et lorsque l'officier arrive et lui demande les raisons de son geste, elle répond simplement, comme je l'ai mis ici, que c'était une idée. Elle ne nie ni le crime ni la préméditation, tout en étant consciente de la peine qu'elle encourt. Donc je cite ici: « Je sais que ça mérite la mort ». Et donc face à ce crime sans motif apparent, la défense d'Henriette Cornier réclame nécessairement une expertise. Un premier rapport sera rendu par les docteurs Esquirol, Lévillé et Adelon, qui visitèrent la prévenue un mois après le crime et qui indiquent que cette dernière ne présente aucun signe explicite de démence. Mais Esquirol précise toutefois que l'observation de la criminelle a été faite sur une trop courte période pour pouvoir attester de la présence d'un trouble mental partiel, d'une monomanie homicide partielle notamment. Et forcément, donc, ce diagnostic ne satisfait pas le parquet, qui ordonne un second rapport qui devra s'appuyer sur un examen d'une durée de plusieurs mois. Mais là encore, l'expertise n'est pas concluante. Comment finalement la Cour s'y est-elle prise pour retracer les motifs de l'infanticide d'Henriette Cornier ?
Eh bien, tout simplement, l'accusation, d'une part, tendra à expliquer ce geste en faisant référence aux antécédents de la prévenue. La jeune domestique avait abandonné ses enfants et vivait, d'après l'accusation, une existence dissolue. Et donc, selon elle, le sujet ressemblerait tellement à son acte que l'intelligibilité même du crime se trouverait du côté de sa personnalité. L'avocat de la défense, quant à lui, fait référence au registre classique de la folie, malgré les résultats des expertises, et invoque la passion violente qui aurait aboli le discernement de la prévenue le temps de commettre l'acte. Les magistrats se trouvent finalement face à une voie sans issue, c'est-à-dire que la responsabilité pénale d'Henriette Cornier est reconnue puisque rien ne peut attester réellement de l'état de démence, mais les magistrats restent incapables d'identifier les raisons réelles de cet infanticide. Et donc Foucault explicite le dilemme philosophique qui se pose ici à la Cour, dans son cours du 5 février 1975, je cite, « La loi, dans un cas comme celui-là, est applicable alors que le pouvoir de punir ne trouve pas plus de justification pour s'exercer. De là l'embarras central, de là l'espèce d'effondrement, de paralysie, de blocage de la mécanique pénale. Donc face à l'impossibilité de punir ce crime selon les modalités de la pénalité selon les anciennes modalités de la pénalité, les magistrats n'eurent finalement d'autre solution que de revoir ces fondements mêmes. Et en définitive, même si Cornier sera reconnu responsable de ces actes, le doute persistant concernant son état de lucidité au moment du passage à l'acte lui éviteront la peine de mort. Par ce jugement et surtout par ceux qui lui succédèrent, la justice pénale commençait à se rapprocher d'une psychiatrie qui était orientée vers l'hygiène et la protection sociale et à recentrer peu à peu son attention sur la dangerosité intrinsèque des délinquants, ou d'après les termes de l'avocat général ici, sur l'affinité des criminels à leurs gestes. En s'engageant donc dans cette voie, la justice résolvait pour un temps seulement le problème que les ambiguïtés de la folie criminelle pouvaient poser à l'ancienne philosophie du droit pénal. Le traitement pénal de Catherine Ziegler atteste très clairement de ces transformations, puisque cette nouvelle mère infanticide passe dans un premier lieu, elle aussi, sous le coup de l'article 64. Elle était démente au moment de l'acte, puisqu'une force irrésistible l'y a poussée, et n'est donc pas reconnue responsable de son acte en premier lieu. Mais sa récidive, même si elle atteste de la persistance de cet état mental, ne restera cette fois pas impunie. Face au danger permanent que cette femme infanticide en âge de procréer fait peser sur la société et en l'occurrence sur ses potentiels futurs nouveau-nés, la Cour fera appel aux nouvelles logiques de la responsabilité pénale et à l'issue de son deuxième procès et au terme des chamboulements opérés dans la pénalité par des cas tels que celui d'Henriette Cornier, Catherine Ziegler sera finalement reconnue responsable de ses actes et condamnée à mort. La justice, par ce jugement, décide donc cette fois de se prémunir définitivement du danger social que Catherine Ziegler représente, mais également du trouble qu'elle suscite. En effet, comme le rappelle Foucault dans son cours du 22 janvier 1975, le monstre ne constitue pas seulement l'exception, mais aussi le point de retournement de la loi. Je cite, « Tout en violant la loi, il la laisse sans voix, il piège la loi qu'il est en train d'enfreindre. Au fond, ce que suscite le monstre, au moment même où, par son existence, il viole la loi, ce n'est pas la réponse de la loi elle-même, mais c'est tout autre chose. Ce sera la violence, ce sera la volonté de suppression pure et simple, ou encore ce seront les soins médicaux, ou encore ce sera la pitié. » Par l'exception sociale et anthropologique qu'il représente, le monstre constitue paradoxalement un principe d'intelligibilité de la loi. Et donc après avoir déstabilisé les normes de leur genre en passant à l'acte, notamment celle de la maternité, puis celle de la pénalité, ces trois monstresses morales en sont devenues exemplaires par la sanction même qui leur fut infligée. Bon, si les biais de monstruosification qui sont rapportés ici s'avèrent désormais globalement euphémisés dans les discours scientifiques sur le crime, nous ne pouvons pas réellement conclure à leur disparition, puisque, comme le démontre Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique, estimer qu'on peut poursuivre ou postuler tout simplement la disparition des anormaux serait un non-sens en soi, puisque, comme il le rappelle, le normal requiert hors de lui, à côté de lui et contre lui, tout ce qui lui échappe encore,
Une norme tire son sens, sa fonction et sa valeur du fait de l'existence en dehors d'elle, de ce qui ne répond pas à l'exigence qu'elle sert. Donc pour faire tenir les fictions juridiques de l'homme dangereux ou de son corollaire normatif, l'homme raisonnable, qui est peut-être, c'est vrai, plus utilisé dans les systèmes de common law, pour lesquels le masculin, d'autre part, ne s'avère pas si neutre que cela, si on en suit les conclusions des Feminist Legal Studies. Et en France, par exemple, l'opus « La loi et le genre », qui a été coordonné par Stéphanie Hennette-Vaucher. Donc, oui, le dispositif psychiatro-pénal a besoin, en fait, de ces figures contre-exemples que représentent ces monstresses, puisque celles-ci permettent à la norme de se perfectionner face à leurs valeurs critiques ou de se renforcer en l'état par la dimension repoussoire qu'elles peuvent avoir. Et donc, je compte maintenant appréhender l'impact de l'affaire Sauvage en la matière. Donc, à l'image des personnages présentés par Foucault dans son projet sur la vie des hommes infâmes, Jacqueline Sauvage a incontestablement convoqué dans le sillage de son crime l'attention des pouvoirs et des discours, tant politiques, psychiatriques que médiatiques. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce crime qui est connu de tous, mais ce que je peux dire ici, ce que je peux commencer par faire, c'est commencer par souligner les difficultés posées par les ambiguïtés de la personne même de Jacqueline Sauvage. À la fois victime et agresseur de son mari, elle est décrite d'autre part comme soumise et dépendante de ce dernier. Elle est, même si on reconnaît qu'elle fut à d'autres égards jalouse et violente lorsqu'elle a découvert par exemple les infidélités de son mari, on la présente d'autre part comme une mère surprotectrice et éplorée, mais on lui reprochera toujours de n'avoir pas soustrait ses enfants au danger que représentait leur père. On la dit vulnérable, mais on attaque son tempérament autoritaire. Bref, elle ne se laisse jamais réellement capter par les catégories traditionnelles de la féminité. Et en outre, tandis qu'elle oppose régulièrement à la gravité des faits qui lui sont reprochés les années de sévices qu'elle a subies, elle ne revendique pas expressément son statut de femme victime de violences conjugales, ce qui fait qu'elle déborde manifestement des cadres d'intelligibilité qui devraient être les siens. Donc l'affaire Sauvage, de plus, met, je l'ai dit, en défaut le régime, enfin je l'ai écrit en tout cas, en défaut le régime de la légitime défense, puisque lors de son appel, ses avocates tenteront de plaider cette dernière pour faire acquitter leur cliente, tout en mettant en avant l'étroitesse même du texte face à de tels cas de figure. Et d'ailleurs, ces considérations occasionneront une réflexion parlementaire sur les insuffisances de ce régime au regard de la lutte contre les violences faites aux femmes, et plus particulièrement sur l'incompatibilité des critères de concomitance et de proportionnalité avec la protection juridique des victimes de violences conjugales, et encore plus en particulier du coup, la reconnaissance du syndrome, avec la reconnaissance du syndrome des femmes battues qui semble être en cause dans cette affaire. Je précise d'autre part que ces débats ont fait l'objet d'un rapport parlementaire qui a été présenté en février 2016 à l'Assemblée nationale et qui fait expressément mention du cas Sauvage tout au long des débats, justement, relativement à ces questionnements. Donc enfin, les juges et l'avocat général se trouvent finalement confrontés au problème suivant. Du fait de son identité sociale, de ses traits de caractère et de son statut de femme battue, la dangerosité de Jacqueline Sauvage n'est pas aisée à appréhender. Et là où les experts et plus tard l'administration pénitentiaire estiment qu'elle ne représente aucun danger ni en termes psychiatriques ni en termes sociaux pour la société, on estime d'autre part que la prévenue Sauvage ne peut pas rester impunie. D'ailleurs, les magistrats rappellent à de nombreuses reprises qu'ils n'ont en aucun cas l'intention d'octroyer des permis de tuer par l'exemple de ce jugement. Donc cette affaire, en ce qu'elle déborde des grilles du régime de responsabilité pénale, pousse les acteurs à chercher d'autres justifications à la peine ou à son exemption. Et donc les stratégies discursives des différents avocats peuvent en témoigner, puisque après avoir souligné les ambivalences précédemment mentionnées pour faire peser le doute sur l'absence de dangerosité de l'incriminé, le procureur opère étonnamment et au même titre
que les avocates de la défense, même si à des fins différentes, un retournement sur l'ancienne question de la raison du crime. Donc, soulignant le flou qui résida autour des motifs ultimes du passage à l'acte, il pose la question pourquoi s'en prendre à M. Marot à ce moment-là et pas avant. Il attaque la prévenue sur son apparent manque de considération pour la gravité des faits, puisque celle-ci, d'après lui, n'expliquerait pas réellement son geste et n'endosserait pas suffisamment la responsabilité de ses actes. De leur côté, les avocates tentent à replacer les raisons sociologiques et psychiatriques d'un tel crime, des raisons contextuelles, donc le climat de violence dans lequel vivait Jacqueline Sauvage, qui sont envouées à expliquer le crime qu'à le nuancer, et d'autre part les logiques psychiques du syndrome des femmes battues, pour faire la lumière sur les raisons du passage à l'acte même. Bon, ça s'avérera vain, comme on le sait, puisque la lettre de la loi ne se prête pas à la prise en compte de ces raisons. Mais finalement, on pourrait se poser la question suivante. Ces 4 criminels auraient-elles été finalement aussi monstrueuses si elles avaient été des hommes ? Ou plus précisément, quel est l'impact du facteur genre sur le bouleversement normatif provoqué par ces monstres dans la philosophie pénale ? Donc il est fort à parier que l'omniprésence des femmes, et en particulier des femmes infanticides dans le corpus foucaldien sur la monstruosité, trahissent les biais du philosophe et de la littérature psychiatrique qu'il mobilise sur cette question. Cesare Lombroso, mentionné d'autre part par Foucault pour ses conclusions sur le criminel né, estimait par ailleurs en 1895 dans une étude consacrée à la criminalité féminine que la femme dite normale était essentiellement criminelle, du fait de sa passivité et de sa conformité. Selon lui, la criminelle née était, était à ce titre plus monstrueuse que son homologue masculin. Donc je vous ai remis la citation qui m'intéresse ici. Donc il semblerait que l'approche de Michel Foucault renforce un peu cette idée, même si tant les méthodes que les ambitions scientifiques des 2 chercheurs divergent radicalement. Mais tout du moins, Foucault témoigne par le choix de ces cas d'études de la centralité non seulement de la question du sexe quand il traite les affaires d'Herculine Barbin ou de Marie Marin Le Marsin, mais aussi ici de celle du genre et notamment des rôles sociaux associés au féminin dans le rapport à la normalité. Bon, il n'y a rien d'étonnant à cela si nous en croyons le pouvoir conféré par Foucault aux figures de la normalité, puisque en tant que sujet hors norme, par excellence, ces femmes n'acquièrent en déviant des impératifs liés à leur genre qu'un potentiel déstabilisateur accru face à l'ordre normatif qui les encadre. Et les 3 criminels foucaldiennes mentionnées ici en sont l'exemple paradigmatique, puisque en redoublant le trouble dans le genre suscité par leur infanticide, par celui qu'elles instiguèrent dans les logiques de la responsabilité pénale, elles contribuent une à une, aux côtés certainement de nombreux autres petits criminels ou petites criminelles, à dénouer l'ancien régime de pénalisation. Paradoxalement, la réponse apportée par les pouvoirs psychiatriques et pénaux à cette déstabilisation de l'ordre de la peine, soit le recentrage sur la question de la dangerosité, ne résout pas tant le problème posé par ces monstresses qu'il ne le déporte, puisque les mêmes grilles normatives genrées qui faisaient tomber les criminels présentés par Foucault dans la monstruosité, les mêmes grilles normatives, donc ces mêmes grilles normatives sont mises en défaut par rapport au nouveau dispositif psychiatro-juridique, puisque la douceur et la fragilité qui est affectée par l'imaginaire collectif au sexe féminin compliquent décisivement l'appréhension de leur dangerosité tant psychiatrique que sociale. Donc de fait, lorsqu'une femme arrive devant les tribunaux pour de tels faits, celle-ci est proprement inintelligible, tant au sens foucaldien en rapport avec sa conception de la monstruosité qu'en termes butleriens dans Frames of War. Ce qui, du coup, complique en pratique leur appréhension par le dispositif, comme le cas Sauvage le démontre aussi, et met en danger ce dernier.
Et donc pour annuler le trouble instigé par le genre de sémonstresse morale dans le dispositif psychiatro-judiciaire, il s'agit alors pour les pouvoirs publics de les renvoyer à la sous-catégorie normative qui leur correspond, soit selon les termes de la philosophe Elsa Dorlin, à une catégorie mutante qui, je cite, « loin de mettre à mal la cohérence générale du dispositif, lui permettent de se maintenir en englobant les contradictions ». Les acteurs dérogent alors au masculin neutre de la philosophie pénale pour appréhender non plus ces prévenus à la mesure de l'homme raisonnable, mais à celle de la femme normale. Et la mobilisation de cette sous-catégorie dans l'estimation de leur responsabilité pénale implique alors que les peines des criminels seront estimées à la mesure de leur conformité aux normes traditionnelles de leur genre. Et il est vrai qu'au titre de la vulnérabilité qui est associée aux normes traditionnelles de la féminité, celles-ci seront proportionnellement moins sévèrement sanctionnées que leurs homologues masculins pour des faits comparables. Mais pour autant, des criminologues féministes ont souligné dans les années 80 les conditions très spécifiques de ce différentiel sexuel des peines. C'est le cas de Marie-Jo d'Avernas, qui écrit dans Nouvelles questions féministes les mots suivants. L'indulgence accordée aux femmes s'exerce surtout dans les cas où l'on peut projeter sur la femme les images de la pauvresse écrasée de misère, de l'amoureuse passionnée, de l'épouse docile, de l'enfant inconsciente de la gravité de ses actes, mais qu'elle contrevienne à son rôle, qu'elle assume pleinement son acte et la voilà devenue un monstre. La répression différentielle joue alors contre elle, l'indulgence plus forte ou la pénalisation plus forte dépendront de l'idée que se feront les juges de la conformité de ses actes avec ce que la nature attend d'elle. Les réponses juridiques à la monstruosité féminine, à la monstruosité de manière générale, qui sont identifiées par Foucault, d'autre part, donc je le rappelle ici, donc à savoir la pitié, la folie ou la suppression, s'avèreront donc automatiquement mobilisées pour appréhender les délinquantes, comme le démontre tant le traitement des affaires pénales mentionnées que les études criminologiques féministes contemporaines, ce qui permettra justement de veiller à annuler le trouble qu'elles peuvent susciter tant vis-à-vis des normes de genre que des normes pénales. Les criminels font alors l'objet d'une discipline resserrée. Je vous ai mis ici une citation qui précise cela, qui est tirée de l'ouvrage « Penser la violence des femmes », et donc d'une discipline particulièrement genrée, jusque dans les murs de la prison, comme en témoignent les travaux de Colline Cardy, puisque le pari semble finalement ici être le suivant. C'est qu'en capitalisant sur l'intégration des normes de la féminité, les anciennes anormales devraient, d'après les qualités associées à leur genre, retrouver la voie de donc, la violence à-violence ou de la criminalité à-criminalité. Donc pour conclure... Oui, rapide. Je précise que... Donc, je reviens sur cette citation de Michel Foucault qui, dans son article sur l'évolution de la notion d'individu dangereux, avertissait le lecteur. Peut-être pressent-on ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le droit à intervenir sur les individus en raison de ce qu'ils sont. Une terrible société pourrait sortir de là. Donc la démonstration de la dimension sexo-spécifique du traitement pénal des criminels nous permet de prendre conscience des limites intrinsèques à ce nouveau régime de pénalisation, puisque le facteur de la dangerosité individuelle par les variables d'appréciation sociale mais aussi politique qui le traversent fonctionne nécessairement au travers du principe de la différence. Et c'est ce qui ressort tout du moins de l'étude des relations du dispositif psychiatro-juridique avec ces figures de la normalité. Mais le problème, c'est que cette focalisation pénale sur la question de l'altérité aurait tendance à de nombreux égards, à contrevenir au principe d'égalité de traitement des sujets de droit, puisque la convocation des univers normatifs spécifiques aux individus, et notamment à leur sexe, leur genre, à leur race, à plus forte raison, à leur classe ou même à leur âge, au sein même de l'appréhension de leur responsabilité, constituerait en ce sens le terreau inévitable des discriminations. Je vous remercie.